Les décideurs de la gestion, bonjour. Nous sommes vendredi d'une semaine qui était un peu particulière, comme vous l'imaginez. Donc nous allons faire le point sur les nouvelles des marchés. Et puis dans la fin de l'émission, nous allons essayer d'appliquer les stratégies qui pourraient découler de l'analyse de Christian Ginola, qui est mon invité. Bonjour Christian. Bonjour Hubert. Christian, vous êtes le patron de Gaspal Gestion, vous êtes un habitué. Nous allons commencer tout de suite avec les impressions macro. L'impression macro, c'est pas tout à fait macro. Les attentats à Paris, on pensait que bon, c'est une horreur, c'est l'horreur chez nous, c'est l'état de guerre. On pensait que ça aurait des impacts très importants sur les marchés financiers, c'est pas le cas. Donc, ça peut paraître très, pour beaucoup comme étant quelque part très cruel. Cynique, presque. Cynique, oui. Mais en fait, ce qu'on a appris d'expérience, c'est que l'impact de ce genre d'événement sur l'économie réelle en fait d'une durée très courte. Oui. On a un petit graphique, un petit graphique qui vient des spécialistes de AG2R La Mondiale, donc des assureurs, qui nous montrent ce qu'on fait. Voilà, on le voit à l'écran, ce qu'on fait à la fois en bleu les marchés américains, l'économie américaine après le 11 septembre. Ensuite, nous avons Madrid et Londres. Et on voit finalement, Christian, ça n'a pas vraiment d'impact. Alors, il y a un impact direct. Voilà, il y a un impact direct le trimestre en cours, oui, mais dès le trimestre d'après... Voilà. Le zéro, c'est le trimestre où s'est passé la Voilà, et 2 trimestres après, on est revenu sur des niveaux de croissance, voire même à cette époque supérieurs à ce qui était avant. Donc, alors, et c'est vrai que malgré toute l'horreur que ça représente pour les familles, pour les victimes, etc., ça représente quelque part un volume de baisse d'activité au niveau notamment de la consommation. Ça représente aussi un impact au niveau, bien sûr, des déplacements. Il est clair, j'ai vu par exemple, hier, il y avait une réunion de sociétés. Eh bien, une société basée en Hollande n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Parce que c'est toujours les étrangers qui chacun craignent. Chacun reste un peu chez soi. Nous, on vit ici, donc on ne va pas s'exporter ailleurs. Eux, ils se disent, pourquoi aller dans la NAS si on peut l'éviter? Donc c'est clair que ça a eu des conséquences, ça aura des conséquences à court terme sur le tourisme, sur le transport aérien, le transport en général d'ailleurs, sur la consommation dans certains domaines, mais finalement, alors sans doute que ça profitera à la vente en ligne, par Internet, puisqu'on n'a pas besoin de se déplacer. Mais je crois que l'impact sur le PIB sera finalement faible. Justement, presque à l'inverse. Donc, cette semaine, on a des marchés qui montent de près de 3% aux États-Unis, qui font pareil en Allemagne, par exemple, ou en Angleterre, et qui font un tout petit peu moins chez nous. Mais donc, on a une bonne performance. Et on a le sentiment que ces attentats, ça peut même accélérer ou contribuer à l'accélération des injections de la Banque Centrale Européenne. Et par ailleurs, on a un budget qui ne cherchera plus à tenir les 3%, et ça c'est bon pour la croissance. C'est pas bon pour d'autres sujets, mais c'est bon pour la croissance. C'est bon pour la croissance, c'est bon aussi pour tout l'environnement des équipements militaires, équipements de sécurité, tout ça. Donc ça a des répercussions économiques, comme tu dis, qui sont positives dans certains domaines. C'est malheureux à dire, mais... C'est malheureux à dire, mais finalement... c'est vrai. La mobilisation en disant ça continue comme avant, c'est quelque chose qui peut être... Exactement. Finalement, aussi, en janvier, c'est ce qu'on avait vu, finalement. L'unité du pays a plutôt dopé un peu la croissance et les consommations. Alors, justement, les marchés financiers reviennent à leur banque centrale chérie, si j'ose dire. Donc maintenant, on a l'impression qu'il est clair, vu les débats, le compte-rendu des débats de la Réserve fédérale, que le taux directeur va être relevé, pas non plus énormément, au mois de décembre. Alors, il y a un moment où on pensait que c'était épouvantable quand il se passait ce genre de choses, et maintenant, finalement, la bourse est plutôt rassurée par le fait que les taux vont monter. Alors, c'est pas curieux quand même. C'est-à-dire que, il faut dire que la Fed a très bien préparé les marchés à cette éventualité. Il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir 2 raisons pour lesquelles les banques centrales montent les taux. Soit pour freiner une inflation trop forte, exemple typique le Brésil, oui.
où la Russie, où la Banque centrale On n'y est pas. On n'y est pas. Aux voté, États-Unis, il y a quoi? Il y a 1,1% d'inflation. D'inflation de base. De base. Puisqu'elle Oui, elle est nulle, quasiment de à base, zéro à donc cause elle est très faible. Elle est à la moitié de l'objectif de la Réserve donc fédérale. là, il s'agit pas de freiner l'inflation, ce qui veut dire freiner l'économie, mais au contraire, c'est d'accompagner la croissance de l'économie. Et donc, le constat que l'économie est finalement en assez bonne santé et que l'inflation va pouvoir reprendre dès que l'effet pétrole, notamment, sera parti, ben, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés. Donc on le voit avec sérénité, pour finir. Exactement. On va arriver à cette hausse des taux avec Exactement. sérénité. Surtout que ils ont préparé, la Fed a préparé le fait que les hausses futures seraient d'une ampleur relativement faible et très espacée. Donc on n'a pas reste dans devant une nous conjoncture de taux faible. un mur de hausse de taux d'intérêt, quoi. Bien, alors il y a quelque chose justement qui joue un rôle là-dedans, puisque l'inflation sous-jacente est bonne, mais en revanche elle est à zéro compte tenu du pétrole. Alors, le pétrole, on a trouvé des niveaux de stabilité entre 45 et 50 ou entre 40 et 50. Cette semaine, on a une publication des stocks américains. On les attendait en forte hausse, ils n'ont pas monté, ils n'ont pas bougé. Le marché s'en fiche. C'est-à-dire que les stocks sont déjà très élevés. L'offre de pétrole est pléthorique. Et donc, il n'y a pas de raison que le pétrole rebondisse, en tout cas à court terme. D'ailleurs, quand on voit tous les bruits de bottes qu'il y a au Moyen-Orient en ce moment, on constate que ni l'or, ni le pétrole n'en profitent quelque part. Et il y a 20 ans, on aurait vu le pétrole monter au ciel, l'or grimper au ciel, le dollar s'envoler, etc. Bon, ce n'est pas le cas. Le dollar reste ferme, mais pour d'autres raisons, qui est un décalage de taux d'intérêt entre les banques centrales. Donc on en revient quand même au scénario du début de l'année. Taux qui sont bas, même si les taux montent, pétrole qui est bas et dollar qui est fort. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'alignement des planètes pour nous. Et d'ailleurs, ce qui fait que les marchés actions en Europe ont eu les meilleures performances cette année des marchés dans le monde. Oui, 14-15% pour le DAX ou pour c'est formidable. Le CAC 40, c'est formidable, et qui monte jusqu'à 16% pour l'italien. C'est très bien. Nous passons justement aux réalités micro. Alors, question réalité micro, on est au milieu, à peu près au milieu du quatrième trimestre. Maintenant, on a un point sur 9 mois d'exploitation et de bénéfices des entreprises cette année. D'abord, comment vous le jugez, ce 2015? Comment vous voyez le 2016? Et est-ce qu'il y a du potentiel, finalement? Écoutez, si on regarde les statistiques qui sont publiées par les grandes maisons de bourse, qui ont des cabinets d'analyse très fournis, on table sur une croissance des résultats par action en France, si on prend l'exemple de la France, de l'ordre de 15% cette année. Alors que ces mêmes résultats, il faut dire qu'un accident Volkswagen serait de moins 5 pour l'indice DAX. Oui. Mais revenons à notre pays. C'est important. Donc 15% de croissance cette année, c'est très important. Et on s'attend encore à 11% de l'année prochaine. Alors dans les 15, il est clair qu'il y a une partie qui est due à l'effet dollar qui avait pénalisé les résultats des sociétés les autres années et qui leur permet de rebondir cette année. Mais ça veut dire aussi que le sous-jacent hors effet dollar est positif. Et très positif, sachant quand même que, en revanche, les pétrolières n'ont pas une augmentation colossale. Donc c'est plutôt bon. Et les ratios de valorisation vous paraissent dans les clous de ces fameux 15 plus 11 ? Écoutez, les ratios de valorisation nous semblent pas excessifs par rapport à ces anticipations de croissance. Pour 2015, sur le CAC, on est sur des multiples de bénéfices qui sont de l'ordre de 15-16. Et sur les bénéfices estimés pour 2016, on est plutôt sur 14,5-15. Donc c'est pas des... On n'est pas dans... Non, c'est pas des résultats. Et tout ceci, et ça c'est formidable, avec un rendement dividende de la bourse qui est très élevé,
puisqu'on est à peu près à 3,4% pour le Oui, CAC, oui. par rapport à des taux d'intérêt servis par ailleurs sur les obligations qui sont très très faibles, voire négatifs. On va y revenir dans la gestion, mais effectivement, sur les 15% de hausse des bénéfices d'un indice comme le CAC 40, il faut rajouter 3%, puisque le CAC 40 n'est pas dividende et investi. Donc Exactement. ça fait 18%, c'est très très bon. Ce qui est le cas du DAX. Alors justement, dans la hausse des bénéfices, il y a les moindres pertes, en fait, le redressement du secteur automobile. Oui. Donc le marché européen s'est stabilisé, on fait 2% de hausse au mois d'octobre, mais on est quand même à plus de 8% de hausse en nombre de véhicules depuis le début de l'année. Et qu'est-ce qu'on fait du secteur? Le secteur, il a été le secteur chéri du premier semestre, pour caricaturer, et le secteur un peu maudit du deuxième, et depuis se stabilise. Alors, non, si on met à part l'accident Volkswagen, oui, parce que l'accident Volkswagen, malheureusement, ça a un impact sur les équipementiers, notamment chez nous, les Forestia et Valeo, qui fournissent au groupe Volkswagen. Alors, les chiffres de Volkswagen ne sont pas encore, on n'a pas encore eu une vraie estimation de l'impact, parce qu'il ne faut pas oublier que les immatriculations, entre les immatriculations et les prises de commande, il y a 3 ou 4 mois qui s'écoulent. Donc on ne saura vraiment si les consommateurs, notamment en Europe, ont baissé leurs achats de Volkswagen que dans 3 mois à peu près. Mais sinon, globalement, l'industrie automobile est une industrie qui est très cyclique. C'est un des grands cas d'exemple d'industrie cyclique. Bon. Donc, les industries cycliques, traditionnellement, quand elles baissent fortement, et quand elles remontent fortement. Un taux de 8% de croissance d'un marché, c'est énorme. C'est énorme. Je veux dire, c'est des boîtes de points morts. De toute façon, une fois qu'on a passé le point mort, c'est du bénéfice. Et je crois que ne serait-ce que par le renouvellement du parc automobile en Europe qui a vieilli, puisqu'il n'avait pas été renouvelé entre 2007 et quasiment 2014-2015. Donc ce parc, il faut le renouveler. Et vous savez comme moi qu'une voiture qui a 6, 7, 8 ans, ça coûte très cher d'entretien et qu'on va essayer de s'en débarrasser pour en prendre une neuve. Donc, et le secteur, Moi, je continue à être positif sur le secteur et sur le secteur des équipementiers. Et je crois que Volkswagen, c'est un épiphénomène. J'espère en tout cas. Par contre, ce que je constate autour de moi en tout cas, c'est que les gens se mettent plus à racheter des voitures à essence que des voitures diesel. Et ça, peut-être que si c'est un mouvement d'une grande ampleur, ça ne serait pas positif pour nos constructeurs qui sont les champions du diesel. Alors, actualité des valeurs cette semaine, l'air liquide qui perd 4% sur la semaine, ça c'est un choc. Et 7% sur la journée. Et 7% sur la journée d'hier. Ouais, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Donc voilà, la valeur favorite. Alors il faut relativiser les choses en disant que l'air liquide, juste avant cette annonce, était à son plus haut historique. C'est ça, donc on ne parle pas non plus Donc l'air liquide a annoncé une croissance externe très, très ambitieuse qui a un peu inquiété la bourse. Je crois que ce qui a plus inquiété la bourse, c'est le fait qu'ils sont forcés, comme vous dites, de payer cher. Mais c'est normal parce que c'est une valeur qui avait déjà été convoitée par Air Product il y a 4-5 ans. L'affaire s'était pas faite, mais sans doute plus compliquée pour un Américain du fait des problèmes de concurrence. De concurrence, alors qu'Air Liquide avait été bloqué dans le rachat de British Oxygen à cause de l'Europe et des redondances en Asie également. Là, il y a une complémentarité aux États-Unis, puisque on parle là de ce qu'on appelle le marché marchand, c'est-à-dire en gros ce sont les bouteilles, par rapport à la livraison grande masse par des oxygénoducs ou hydrogénoducs, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, enfin ce sont des ducs, voilà. Qui sont le cœur du métier actuel d'Air Liquide aux États-Unis. Industriellement, c'est bon. Est-ce que c'est l'occasion d'en acheter, d'en renforcer? Le problème de l'air liquide, comme on dit souvent, c'est quand on achète, on ne les vend jamais. Alors, c'est-à-dire qu'on va avoir une occasion, puisqu'ils vont devoir faire une augmentation de capital. Ce sont des gens prudents. Et donc, même si ils rachètent une société qui a un cash flow qui est stable,
ils vont faire une augmentation de capital à peu près de 30% à un tiers du montant de l'achat qui est, je vous rappelle, d'un peu plus de 12 milliards d'euros Donc équivalent. on attend et on verra si on... Donc on va attendre l'augmentation de Voilà. capital. Elle se fera avec droits préférentiels, comme toujours avec Air Liquide. Donc les actionnaires seront protégés, les actionnaires qui sont existants. Et moi je crois qu'aujourd'hui c'est une valeur qu'on peut, comme toujours, mettre en portefeuille, sans souci. Alors, Sodexo, plus forte hausse de la semaine, 14,4%, sortie des résultats canons. Sodexo, on a eu peur du Brésil, donc du coup Sodexo fait monter Edenred. Donc Sodexo nous annonce presque 5% de croissance en moyenne, dans 10% de croissance de son bénéfice en moyenne d'ici 2020, monte son dividende, on suit ou pas? Écoutez, ce qu'il faut dire, c'est que la valeur était très, très en retard par rapport aux autres grandes valeurs, puisque de mémoire, il y a encore un mois, elle était négative depuis le début de cette année. Oui, donc, dans une bourse qui monte de 15%. Alors, ils ont annoncé en fait des meilleurs résultats que les gens n'ont pensé. Ils ont annoncé des bonnes nouvelles pour les actionnaires, puisqu'ils vont augmenter le dividende de plus de 20%. Et ils offrent en plus aux actionnaires un plan de rachat d'actions qui va représenter 3% à peu près, je crois, du capital. Donc ça veut dire qu'ils ont confiance dans l'avenir. Il est clair qu'à court terme, ils vont être victimes dans certaines de leurs activités des attentats en Europe parce que un certain nombre de sociétés vont différer des manifestations, etc., etc. Donc, ils vont devoir serrer les coudes, mais comme on l'a dit, ça ne dure pas très longtemps. Et donc, les affaires vont reprendre. Et donc, on a confiance. Ils bénéficient aussi à court terme, comme Edenred d'ailleurs, de la remontée du réal. Voilà, c'est ça. L'économie brésilienne ne va pas mieux, oui. ne va pas mieux, mais le réal avait tellement baissé qu'à un moment donné, il remonte un petit peu. Alors Klépierre, dans le CAC 40, ça veut dire qu'EDF, qui perd 40% cette année, pourrait être remplacé par une immobilière? Alors oui, alors c'est assez paradoxal, mais n'oublions pas que Klépierre pèse quand même plus de 13 milliards d'euros en bourse. C'est la moitié d'Unibail, mais Unibail est, je crois, la plus grosse ou l'une des plus grosses en Europe. Il y a peut-être des foncières plus importantes aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Angleterre, je pense. Mais sur le continent, c'est une très grande. Et le titre EDF a un comportement catastrophique. Et j'ai repris ce matin les chiffres des capitalisations boursières flottantes. Alors, le flottant de Klépierre a augmenté. Le flottant d'EDF, lui, il est notamment minoré par la part de l'État. Et Klépierre, aujourd'hui, est la 31e capitalisation boursière flottante de la place de Paris, et l'EDF 66e. Alors, comme on voit qu'il y a 40 places, c'est une vraie mutation. Le 31e a plus de chances que le 66e. Alors, Danone a réuni des analystes mitigés. Il y a des gens qui disent que c'est très très bien, d'autres c'est moyen. Oui. Alors, il y a des divisions qui ont des soucis, enfin qui ont des taux de croissance qui sont un peu faibles. C'est notamment toute la partie des produits laitiers. Il y avait eu aussi une augmentation des cours du lait qui n'était pas bonne pour les marges. Ce qui est intéressant dans le secteur de l'agroalimentaire aujourd'hui, et on le voit très bien aux États-Unis notamment, c'est le développement des petites marques locales qui notamment bénéficient des achats des grandes surfaces qui s'approvisionnent localement. Et donc, tous ces petits producteurs, mis les uns à côté des autres, font que les grands mammouths finissent par souffrir. C'est le cas de Nestlé aussi. Et pourtant plus de marques Danone. Danone avait à un moment une stratégie monomarque, ou à peu près. Et alors, par contre, ce qui marche très bien chez Danone,
c'est ce qu'ils ont racheté il n'y a pas longtemps, qui est la nutrition. Tout ce qui est nutrition pour médicale, pour les personnes qui sont invalides, etc. Et puis la nutrition des enfants aussi. Oui, c'est les deux secteurs où... On imagine beaucoup du deuxième enfant chinois. Oui, et puis il y a le fait que les enfants et les personnes âgées, on a envie de rester sur des marques qui sont connues. Oui, c'est ça. Alors que on peut prendre des risques. On peut prendre des risques. Et puis, donc, mais c'est très intéressant parce que Nestlé a également fait déclaration pour dire qu'il se préoccupait de cet état de choses. Et vous vous souvenez que Danone avait fait des grandes déclarations comme quand on allait aller vers l'alicament, c'est-à-dire l'aliment qui allait vous aider à guérir, etc., ou en tout cas être en meilleure santé. Nestlé et Danone sont forcés d'admettre que c'est un mouvement qui est difficile. Voilà. Parce que produire en masse des choses qui ne sont pas du domaine véritablement de la pharmacie, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais sur le plan marketing, ça a été très bon. Bien, Vivendi, Vivendi tous azimuts, hein, ouais. Le plan de Canal, ils sont en train de dépenser de l'argent. Capital, oui, alors ils en avaient beaucoup, on l'avait déjà dit. Et il leur en reste pas mal. Il leur en reste beaucoup, donc ils vont vers les contenus, hein, très clairement. Canal, c'est du contenu. Les jeux Ubisoft et Gameloft, c'est du contenu. Mais ils vont aussi vers les tuyaux, puisqu'ils vont en Italie. Voilà, sur Telecom Italia, j'allais dire, c'est les tuyaux. Ils ont un peu plus de 20%. Tout le monde se pose des questions sur la stratégie de Vivendi. Vous l'avez résumé très bien, mais plus avant... lorsqu'il y avait un forum hier où la question a été posée à la direction financière de Vivendi, il me dit laissez-nous encore jusqu'au conseil d'administration des comptes, c'est-à-dire le mois de juin prochain, et là on pourra... Vous avez envie de leur laisser le temps et de rester Vivendi aujourd'hui, comme vous savez qu'ils rachètent leur propre titre à 20 €, vous n'avez pas de risque en dessous. Voilà. Donc, l'autre côté... Je ne vois pas ce qui, à court terme, pourrait le faire décoller. Le facteur qui et donc, je suis plutôt enclin aujourd'hui à acheter un peu de Telecom Italia en me disant d'avoir 2 crocodiles dans le même marigot, ça peut peut-être faire bouger les choses. Plutôt que... Les actions d'Iliade et Vivendi. Trigano. Alors, Trigano, c'est une valeur que vous avez recommandée dans cette émission, je vois le 20 février, et qui a quand même gagné 89% depuis, alors que le CAC 40 n'a pas bougé. Donc, c'est une valeur que vous aimez bien, et donc vous devez être content. Oui, c'est une de mes valeurs préférées. Moi, j'étais revenu dessus il y a 3 ou 4 ans. Ça valait moins de 10. Et ça vaut 49. Voilà, donc oui. ça a fait un parcours formidable. Le dirigeant, M. Feuillet, qui avait racheté cette entreprise, qui est un ancien du Crayonnet, qui avait racheté cette entreprise, a fait un travail formidable. Et il fait partie de ces sociétés qui n'avaient pas trop de dettes. C'est un secteur qui est cyclique, hein, puisque c'est une extension du secteur de l'automobile. Oui, les mobil-homes, c'est les mobil-homes qui se déplacent avec sur un châssis, etc. Il avait, lorsque la crise est arrivée, il avait la chance, ou il n'avait pas trop de dettes. Donc il a fait de la croissance externe. Voilà, ce qui lui a permis de racheter en Italie, en France. Donc ce qu'il publie aujourd'hui, c'est la conséquence de tout ça. Voilà, tout ça, une gestion serrée. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui tient ses coups, qui tient, et des retraités qui trouve là un moyen de se déplacer. Même un ancien Premier ministre dont c'est le loisir favori. À un coût réduit, et puis d'avoir les plus belles chambres d'hôtel, puisque avec son camping-car, on peut se garer sur la plage, on peut se garer dans les plus beaux endroits. Dernier point, rapidement, Alcatel, donc l'OPE, Nokia Alcatel est lancé. Voilà, ça y est, c'est une très très belle opération. Très belle opération, et je crois qu'il faut avoir de Alcatel en portefeuille, parce que ils ont devant eux de très belles perspectives, et Nokia leur apporte non seulement de la trésorerie dont ils avaient grandement besoin, mais aussi un savoir-faire qui est complémentaire. Donc je crois que
C'est une très belle affaire. Eh bien, nous passons à la rubrique gestion. De la gestion, rubrique gestion, avec Christian Ginolac, le patron de Gaspal Gestion, finalement. Alors, première chose, le potentiel des marchés boursiers. Alors, j'ai ramené toujours de AG2R, la mondiale, un petit graphique qu'on va peut-être montrer à l'écran, qui montre un très 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 beau potentiel. Hein. Voilà, donc on a ce graphique, Christian, on est à 5000, on n'est pas tout à fait à 5000, et sur des données objectives, encore une fois d'assureurs, d'analystes, on nous voit à 6008 en 2020. Vous y croyez à tout ça? Écoutez, ce que je constate quand même si on voit ce graphique, c'est que même si la bourse a bien rebondi depuis 2012, on n'est quand même pas revenu au niveau de 2007. Alors que les bénéfices des entreprises sont revenus là. Alors que les bénéfices sont même au-dessus. Au-delà. Donc déjà, 2020 et quelques, c'est peut-être un peu lointain, mais d'être dans 2 ou 3 ans, retrouver les 6000 est quelque chose qui ne me paraît pas non atteignable, je dirais. Voilà. Alors, juste peut-être un petit point sectoriel, si j'ose dire. Le dollar est à la hausse, hein, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des valeurs dollars? C'est un concept que vous suivez, ça? Alors, c'est bien sûr un concept que l'on suit. Les valeurs dollars, on les connaît, il y a des secteurs qui bénéficient. Celui qui bénéficie le plus de l'effet devise, c'est le luxe. Pourquoi? Parce que les productions sont locales et l'exportation est en partie en dollars et en yens et d'autres le luxe mesures. a un peu eu des problèmes à cause de la Chine. Quoi. Oui, mais et puis le luxe va peut-être souffrir un peu de la réduction des voyages. Puisque oui, on achète beaucoup dans les... Voilà, on achète beaucoup dans les duty-free, etc. L'autre secteur qui en bénéficie, bien évidemment, c'est l'aéronautique, puisque... Donc le luxe, si vous aviez un nom dans le luxe? Dans le luxe, il y a 2 noms qui viennent naturellement, c'est LVMH et Hermès, voilà, donc qui sont les 2 plus belles. Alors l'aéronautique, pardon. Dans l'aéronautique, je crois que Airbus est incontournable. Les équipementiers ont leurs propres problèmes parce qu'il faut qu'ils adaptent leur production et leurs investissements. On a vu récemment les problèmes qu'a eu Zodiac, les problèmes qu'a connu très récemment Safran, et en mettant de côté Rolls-Royce, qui a des problèmes encore beaucoup plus grands. Et puis, plus généralement, les sociétés qui travaillent notamment dans le monde entier. Prenons un exemple d'une société dont nous avons parlé récemment, l'Air Liquide. L'Air Liquide, grâce à cette opération, son chiffre d'affaires réalisé en Amérique du Nord va être supérieur à son chiffre d'affaires réalisé en Europe. Or, donc clairement, dans les résultats de l'Air Liquide, la hausse du dollar va améliorer les résultats. On a cité Sodexo récemment, une société qui est formidable au niveau international. C'est BIC, qui est partout dans le monde entier. Et puis, une valeur que nous aimons bien et dont la part dollar du chiffre d'affaires est de plus d'un tiers, peut-être moins connue, c'est la Score. C'est la Score, oui. La Score qui est très bien gérée et qui publie des résultats. Et qui, dans la réassurance, une grosse partie du chiffre d'affaires se fait en dollars. Bien. Alors, je voulais insister sur un deuxième point, c'est le rendement. Est-ce que c'est un critère pertinent? Alors, j'ai aussi un petit graphe à vous montrer. C'est la comparaison entre les emprunts d'État, le rendement des emprunts d'État, l'OAT 10 ans, comme on dit, avec, donc c'est le graphique en gris qui descend, avec le taux de rendement des dividendes et le taux de rendement des loyers de bureau. Et à droite, ce que vous avez, c'est l'écart. Et donc, on voit qu'on a un écart absolument colossal, notamment avec les actions, puisque les actions rapportaient moins que l'OAT, elles rapportent beaucoup plus. Ça, c'est la courbe rose, et l'immobilier continue à être d'un beau rapport. Hein. Oui, vous voyez que si je reviens à 2000,
parce que les années antérieures à 2003, on voit que les emprunts d'État, alors je ne parle pas des emprunts privés, rapportaient plus que les dividendes de la bourse. Et là, maintenant, on a un bel écart. On a 3,5% d'écart presque. Et donc, c'est très encourageant, ça, pour la bourse, parce que la BCE a une politique de poursuivre ses rachats et donc de contenir les taux d'intérêt, ce qui ne peut que défavoriser les placements en obligations. À partir de ce moment-là, les investisseurs, comme nos amis dans l'assurance, ils sont forcés de diversifier leur portefeuille en dehors des obligations. Alors, ils mettent leur argent dans des quasi-obligations comme des projets d'infrastructure, etc. Dans l'immobilier, bien entendu. Oui, comme on voit le rendement qui est assez élevé. Et puis ils augmentent un peu la part action. Alors, vous dans votre gestion, c'est un critère important ? C'est un critère qui est important, et on s'attache non seulement à la valeur absolue du rendement, qui est un indicateur qui peut parfois être dangereux, parce que la valeur absolue peut être due au fait que la société maintient son dividende, parfois même au prix de s'endetter, parce que son activité n'est pas bonne et son cours de bourse a tendance à baisser. Nous, on préfère les sociétés dont le dividende est en augmentation, puisque c'est un signe de bonne santé. Et on a d'ailleurs créé à cet effet, il y a maintenant plus de 7 ans, un fonds qui s'appelle Valeur Croissance Rendement, et dont l'idée est de privilégier les sociétés qui régulièrement alors vous avez un ou deux noms augmentent leur dividendes. Vous avez un ou deux noms de valeur vous allez retrouver, alors, vous me direz, on ne parle que d'eux, mais on parle beaucoup de ce qui est beau, l'Air Liquide. Oui. L'Air Liquide, par exemple, en moyenne, augmente chaque année, notamment grâce à l'effet des actions gratuites, son dividende. Donc, vous avez des grandes valeurs comme L'Oréal, comme Saint-Gobain, comme donc vous avez comme Sanofi, etc. Alors, pour finir, les thèmes d'investissement que vous retenez pour la fin d'année ou pour le début de la suivante. Écoutez, je crois qu'on a, comme on disait, il y avait en fait trois grandes incertitudes en 2015. On avait d'abord le problème grec. Le problème grec semble en voie de résolution. Vous avez vu encore que hier, le Parlement grec a voté les mesures imposées par la Communauté européenne. Donc, les Grecs sont sous contrôle, entre guillemets. Deuxièmement, on était très inquiet de la hausse des taux de la Federal Reserve. Bon, elle va intervenir, mais elle n'inquiète plus. Mais ça n'inquiète plus. Donc, on ne va pas avoir un crack parce que... Et puis, le troisième, c'est le ralentissement chinois. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, la Banque centrale chinoise remet de l'argent dans l'économie. Elle donne de l'oxygène aux banques pour qu'elles puissent augmenter leur concours. Et l'économie chinoise ne s'écroule pas. Oui. Son taux de croissance baisse, mais elle ne s'écroule pas. Donc on va avoir ce rallye fin d'année, début d'année qu'on a. En général, c'est plutôt des bonnes périodes. Oui. Donc je pense qu'on devrait terminer au-dessus de 5000. Oui. Moi, je suis assez confiant. Donc les thèmes dominants. Les thèmes dominants, c'est un peu ceux dont on a parlé, c'est-à-dire les valeurs cycliques en Europe qui bénéficient de la reprise de l'activité en Europe. Dans ces valeurs cycliques, on peut citer notamment l'automobile, bien entendu, s'il y avait un secteur à citer. Deuxièmement, on vient d'en parler, les valeurs qui bénéficient de la hausse du dollar et de la reprise de l'économie aux États-Unis. Souvent, c'est lié, d'ailleurs. Et là, on a cité déjà quelques valeurs que nous aimons bien. Et pour nous, c'est un peu les deux grands thèmes. Les deux grands thèmes, sachant qu'on reste à l'écart
de tout ce qui est lié au pétrole et au secteur soit de la production, soit le parapétrolier comme Technip, CGG, Valorec, Bourbon, etc. Là, je crois que c'est encore un peu trop tôt pour s'y intéresser. Alors nous passons à la rubrique gestion, la dernière rubrique de cette émission. Rubrique gestion, Christian Ginola, si vous avez une allocation d'actifs à nous donner, c'est optimale. Comment vous répartissez les portefeuilles? Alors, moi, je peux vous dire ce qu'on fait. Oui, voilà. Je ne sais pas si c'est optimal. Le résultat des courses de notre fonds patrimonial cette année, là, la dernière valeur liquidative connue, je crois qu'on est à peu près à plus 9,5%. Donc, vous voyez, je fais une petite incidence, comparez ça par rapport aux 2,5 que vont rapporter les fonds euros en assurance vie, vous voyez tout de suite que l'intérêt d'aller vers les fonds patrimoniaux qui peuvent bénéficier notamment de la hausse des actions. Alors, nous restons quand même relativement prudents parce que nous avons été un peu échaudés par toute cette volatilité de cet été. Notre exposition action est quand même de plus de 50%. On est à 51% exposé en actions. Mais nous gardons 26% de trésorerie encore en ce moment. Donc vous avez beaucoup de cash. Hein. Donc on a beaucoup de cash. Et je dois dire qu'on attend des opportunités pour se renforcer. Le reste du portefeuille, ce sont des obligations convertibles qui représentent 7% à peu près. Une stratégie crédit qui représente plus de 10%, mais qui a eu tendance à diminuer parce que les spreads, les écarts de taux sur les emprunts privés se sont beaucoup diminués, notamment sous l'effet des achats de la Banque centrale. Et puis, nous jouons la hausse du dollar, comme on le dit, et alors on la joue aussi directement, soit par la trésorerie dollar, qui représente plus de 4%, soit à travers des obligations internationales qui représentent 4%. Donc, on joue aussi la monnaie directement à travers des instruments. Alors, rapidement, un achat, s'il y en a un. Alors, on s'est creusé la tête un petit peu, puis on s'est dit, au fond, qui est-ce qui va bénéficier de ce qui se passe en ce moment, qui est une société qui est très bien gérée, qui a un bon rendement, et qui a devant elle un très beau carnet de commandes. Et il nous est venu l'idée que c'est Thales qui certainement va bénéficier des investissements supplémentaires dans la défense, dans la cybersécurité qui est encore petit chez Thales, c'est à peu près 500 millions sur 14 milliards de chiffre d'affaires, mais en très forte croissance. C'est une société qui est très bien gérée. Et donc, je crois qu'avec Thales, on devrait avoir de bons développements, même si le titre a déjà beaucoup monté. Il a déjà bien monté, ouais. Il gagne 50% depuis le début de l'année. Exactement. Alors, s'il fallait vendre quelque chose, arbitrer, éviter... Alors, je crois qu'on en a parlé, je crois qu'il faut encore rester à l'écart des matières premières, enfin de ce qui est lié aux matières premières, des sociétés comme... Eramet, comme Arcelor, etc. Ça, c'est la sidérurgie, des sociétés liées au pétrole, et peut-être à court terme aussi les valeurs de transport comme Air France, par exemple. Oui, qui en prend plein la figure, déjà sur une année difficile. Voilà. Et un joker. Alors, un joker, on a pensé à une valeur qui semble convoitée en ce moment, qui est une valeur suisse, qui s'appelle Syngenta. Alors, Syngenta, je vous rappelle, ça fait des semences, et c'est très actif donc dans tous les produits liés à l'alimentation, l'agrochimie, et c'est le numéro 1 mondial devant la division Crop Science de Bayer. C'est 19% de part de marché. Alors Monsanto, qui est le roi des semences transgéniques, avait fait une offre qui avait été repoussée. Maintenant, c'est un Chinois qui a fait une offre qui a également été repoussée. Les enchères montent. Alors, ce qu'il faut, pour donner des ordres de grandeur,
l'offre chinoise était à peu près à 20% de prime par rapport au coût actuel, et l'offre de Monsanto était à peu près à 25%. Un autre élément qui est intéressant à prendre en compte, c'est que le patron de Syngenta, le directeur général, qui avait refusé l'offre de Monsanto, est parti. Il a donné sa démission fin octobre. Donc c'est très récent. Et donc, est-ce qu'on peut penser que cette démission est liée à un désaccord? Oui. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'actionnaires de Syngenta qui lui reprochent de ne pas avoir apporté ses titres à l'offre de Monsanto. Et ce qu'on sait également, c'est que Monsanto, les dirigeants de Monsanto ont déclaré qu'ils continuaient à réfléchir au problème. Donc on a une conjonction d'une société qui pourrait se faire racheter et qui, de toute façon, vous offre un bon rendement en francs suisses d'un peu plus de 3%, et qui est dans un métier qui est un métier de base en croissance structurelle. L'agrochimie, voilà, on a besoin de se nourrir, on a besoin, etc. Donc ça, à travers, c'est un joker intéressant. Ce sera le mot de la fin. Christian Girac, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.